Voilà, alors on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes pour ce tout dernier cours du semestre. Ça se termine aujourd'hui. La semaine prochaine, il y a une séance de... Merci. Ça se termine aujourd'hui, la semaine prochaine, donc jeudi, ici, et à l'heure du cours, il y aura une permanence que nous assurons, Florian et moi, pour les étudiantes et les étudiants qui voudraient discuter de la validation de leur mémoire. Donc, n'hésitez pas à passer sur l'heure du cours ici pour discuter soit de votre sujet de mémoire, soit de la présentation orale, de ce qu'on attend de vous dans le cadre de la présentation orale. Un tout petit rappel, merci de valider auprès de nous le choix de votre sujet de mémoire avant de vous lancer dans la rédaction. Juste s'assurer que ça corresponde bien aux attentes pour la validation. Et puis, un rappel des deadlines à venir. Donc, le 26 mai, envoi du mémoire pour une validation à la session de juin et le 15 août pour une validation à la session de septembre. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient valider en décembre, ça, c'est une discussion que nous aurons ultérieurement. Et s'il n'y a pas de questions sur l'organisation, on va reprendre où on s'était arrêté la dernière fois. On parlait la semaine passée d'éthique de la croyance. On se demandait est-ce qu'on peut être blâmé ou loué finalement pour nos croyances? Est-ce qu'on a une responsabilité morale à l'égard de ce qu'on croit? Et on s'était arrêté juste avant de pouvoir parler des vices et des vertus de l'esprit critique. Mais je vous fais quand même un tout petit rappel de ce dont on a discuté la semaine passée. On avait décidé de complexifier, et je dis, enfin moi surtout, on avait décidé de complexifier un tout petit peu cette notion d'esprit critique en disant que l'esprit critique s'insère, c'est la fin de la slide, l'esprit critique s'insère de manière significative à la fois dans une épistémologie analytique et une épistémologie régulative. J'avais expliqué qu'il y avait comme deux niveaux d'éthique de la croyance dans le cadre de l'esprit critique, et ça, j'avais emprunté cette distinction à Pascal Angèle dans son livre Les vices du savoir. Il explique qu'il y a cette éthique première de la croyance qui s'applique à l'épistémologie régulative et qui s'intéresse à l'établissement et au respect des normes épistémiques, en particulier la norme évidentialiste, c'est-à-dire comment nous réagissons aux preuves qui nous sont présentées. Et donc, à ce niveau d'éthique première, la croyance est vue comme une réponse à des raisons, mais cette épistémologie ne nous dit rien de quoi ou comment croire. Donc on avait établi ensemble qu'il s'agit d'un niveau un petit peu basique, mais nécessaire pour l'existence du second niveau. Pour reformuler un petit peu ce niveau d'épistémologie analytique, c'était un peu la façon dont nous réagissons aux preuves, tout simplement. Donc on nous présente des preuves et on y réagit, souvent de manière intuitive, en système 1, comme on l'a dit, mais des fois on y réagit avec notre esprit critique, plutôt en système 2, en évaluant les preuves. Donc voilà, ça c'est l'éthique première de la croyance. On avait vu aussi que c'était pas possible de parler de vice ou de vertu à ce niveau-là, tout simplement parce que on peut avoir des manquements, on peut manquer de connaissances, on peut manquer de compétences, on peut manquer de temps pour faire l'évaluation critique, on peut manquer de ressources, on n'a pas accès à Internet par exemple, mais tous ces manquements, finalement, on n'en est pas responsable. On peut pallier à notre manque de connaissances, on peut pallier à notre manque de compétences, mais on peut pas être blâmé pour ces manquements. Par contre, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup plus dans le cadre de cette séance, c'est l'éthique seconde de la croyance que Angèle lie à une épistémologie plus régulative. Et donc cette éthique seconde de la croyance s'intéresse aux façons dont les normes épistémiques peuvent réguler notre conduite épistémique et notre vie intellectuelle. Et dans le cadre de cette éthique seconde de la croyance, l'accent est mis sur les méthodes qui permettent à la fois la formation, mais aussi, et peut-être même surtout, le maintien et la révision de nos croyances. Et donc, selon Angèle, et on avait décidé de le suivre sur cette idée-là, c'est à ce niveau que se situe la véritable éthique de la croyance et qu'on peut vraiment parler de vice ou de vertu intellectuelle. Donc encore une fois, aujourd'hui, on ne va pas du tout s'intéresser à des vices ou des vertus qui concerneraient l'épistémologie analytique, ça ne fait pas vraiment de sens. Par contre, on va regarder comme il y a des façons vertueuses et des façons plus vicieuses de se comporter à l'égard, disons, dans notre vie intellectuelle de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est OK ça? Ça a l'air d'aller. Donc, l'épistémologie des vertus appliquées à l'esprit critique, tout d'abord, si on veut parler d'éthique de l'esprit critique ou d'éthique de la croyance, quelle est la famille d'éthique que nous allons devoir
aborder ou adopter. Je pense que le titre du cours vous a déjà mis la puce à l'oreille, mais pour vous rappeler, il existe trois grandes familles de philosophie morale et éthique. Le premier, si je le dis très rapidement, c'est donc le déontologisme selon les écrits de Kant, qui nous dit, en gros, je simplifie, je schématise, une action est bonne si et seulement si elle est conforme à un principe ou à une règle morale. On a ensuite une autre grande famille de philosophie éthique, qui est l'utilitarisme et en particulier le conséquentialisme, qui nous dit qu'une action est bonne si et seulement si elle promeut les meilleures conséquences. Et puis nous avons cette troisième famille de philosophie éthique qui est l'éthique des vertus, qui entend qu'une action est bonne si et seulement si elle correspond à ce que ferait un agent vertueux dans des circonstances similaires, c'est-à-dire quelqu'un qui possède et exerce un certain nombre de vertus. Et comme vous l'avez deviné, on va plutôt s'intéresser à cette troisième famille de philosophie morale, tout simplement parce que ce qui nous intéresse ici, c'est l'agent vertueux, c'est-à-dire la penseuse ou le penseur critique. On pourrait faire une analyse déontologique, on pourrait faire une analyse conséquentialiste de l'éthique des croyances. Ça peut être un exercice intéressant, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment un penseur critique, une penseuse critique va se montrer vertueux ou vicieux dans la manière d'appliquer son esprit critique. Ce qui est intéressant avec cette famille d'éthique, c'est que c'est à la fois la plus ancienne et la plus moderne, étant donné que c'est à Elisabeth Anscombe qu'on doit le renouveau de la théorie autour de l'éthique des vertus. Donc c'est quelque chose qu'elle a remis au goût du jour dans la littérature en philosophie à partir des années 50, mais elle s'appuie évidemment sur la notion de vertu qu'on hérite de l'Antiquité, en vrai. Donc c'est pour ça qu'elle est à la fois la plus jeune et la plus vieille famille d'éthique. Et dans cette éthique des vertus, ce qui nous intéresse, c'est plus seulement en termes d'éthique, que dois-je faire, mais plutôt quel genre de personne est-ce que je devrais être. Et donc la solution que proposait Anscombe, c'était de revenir à une vision pré-chrétienne et de revenir à l'Antiquité pour créer, pour proposer une éthique autour de finalement la réalisation de soi. Donc ça, comme je vous dis, c'est assez récent, c'est les années 50. Et puis, progressivement, il y a eu une branche de la philosophie qui a proposé d'appliquer l'éthique des vertus à l'épistémologie. Ça a donné l'épistémologie des vertus. Et ça, c'est encore plus récent parce que les premiers écrits sont dans les années 80, 90, et avec des auteurs comme Zagzebski, Gréco, j'en oublie un. En tout cas, chez les francophones, Tiercelin et Pascal Angèle. Et ça va me revenir. Oui, je vous écoute. Non, effectivement, non, je disais pré-chrétien dans le sens, son idée était de revenir à ce qui s'est passé avant et donc de revenir à l'Antiquité. Mais vous faites bien de venir sur cette notion de la religion parce que c'est justement ce petit point qu'on va clarifier maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Parce qu'aujourd'hui, on va parler des vertus intellectuelles, on va parler des vertus de l'esprit critique, mais au fond, ce mot vertu, il a l'air un peu désuet. Je ne sais pas si vous l'utilisez au quotidien, mais c'est vrai que, bon, c'est... D'accord, ok, donc il y a quelques personnes quand même qui l'utilisent. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on l'utilise un peu comme ça, la vertu du citron. Alors on va avoir, c'est bon pour la digestion, c'est bon pour le sang. On l'utilise des fois dans certaines expressions, on va dire d'une femme frivole qu'elle est de petite vertu. Expression qui n'existe étonnamment pas pour les hommes, mais c'est rare qu'on utilise ce terme de vertu dans la vie de tous les jours, et pourtant c'est une notion qu'on doit effectivement, qu'on emprunte à l'Antiquité. C'est quelque chose qui prenait beaucoup de place dans les écrits des philosophes de l'Antiquité. Vous vous rappelez peut-être que dans la République de Platon, Platon nous dit qu'il y a 4 vertus cardinales qui sont la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Vous vous rappelez peut-être que Aristote parle beaucoup des vertus dans son éthique à Nicomaque, par exemple. Et puis ensuite, le terme a été utilisé par les chrétiens. Et donc, effectivement, ce terme vertu renvoie souvent à quelque chose de l'ordre de la chrétienté, puisque les chrétiens proposent qu'il existe 3 vertus dites théologales, à savoir la foi, l'espérance et la charité. Donc, effectivement, aujourd'hui, si on n'utilise pas beaucoup ce terme vertu en dehors des vertus du citron, on a des fois l'impression qu'il y a une connotation religieuse ou chrétienne. C'est pas le cas ici dans l'utilisation
qu'on va en faire parce que on va utiliser le terme vertu comme il était employé dans l'Antiquité par les philosophes. Et donc, qu'est-ce qu'une vertu? Aristote, si on revient à Aristote, Aristote nous dit qu'il y a une grande distinction à faire. Il nous dit que la vertu est de deux sortes, la vertu intellectuelle et la vertu morale. La vertu intellectuelle dépend dans une large mesure, dit-il, de l'enseignement reçu, aussi bien pour sa production que pour son accroissement. Aussi a-t-elle besoin d'expérience et de temps. La vertu morale, au contraire, est le produit de l'habitude. Alors évidemment, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la vertu intellectuelle plutôt qu'à la vertu morale. Et donc, aujourd'hui, on voit que le sens de vertu ne s'est pas beaucoup éloigné de ce que disait Aristote. Je cite ici Pascal Angèle, qui dit « Les vertus, morales ou intellectuelles, sont des dispositions ou des aptitudes qui, quand elles sont développées, deviennent des excellences et sont dirigées vers une valeur, le bien. » Et dans le cas qui nous occupe ici, c'est-à-dire l'épistémologie des vertus, vers le bien en matière épistémique, c'est-à-dire la vérité et le savoir. Donc on va avoir ces dispositions, ces aptitudes qui, à force de les développer, à force de les exercer, deviennent des excellences. Et c'est comme ça que je vous propose d'utiliser le terme de vertu aujourd'hui en réfléchissant à son application dans le cas de l'esprit critique. L'auteur que j'avais oublié tout à l'heure, c'était Sosa. Donc Zagzebski, Sosa, Greco, ce sont les auteurs auxquels vous pouvez vous référer si vous avez envie de vous intéresser plus avant à l'épistémologie des vertus. Et donc, dans le cadre de l'esprit critique, revenons à l'esprit critique, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il faudrait remplacer finalement ce terme disposition? Vous vous rappelez que l'esprit critique, c'est un ensemble de compétences, de connaissances et de dispositions. Et bien justement, ces dispositions, est-ce qu'il faudrait les remplacer par le terme vertu, et en particulier vertu intellectuelle? Vous vous rappelez que nous avions dit des dispositions qu'elles sont un peu de deux types. On a des dispositions qui ont une composante motivationnelle, on va parler alors de penchant, de tendance, mais aussi de vertu, et cette composante motivationnelle elle est importante pour initier et maintenir le processus critique. Ce sont des attitudes, ça va être la curiosité intellectuelle, l'ouverture d'esprit, ce sont toutes des choses qui enclenchent finalement notre processus critique et qui nous poussent à faire preuve d'esprit critique et qui sont importantes aussi pour le maintien, dans le sens où, par exemple, on va avoir besoin de persévérance intellectuelle pour aller au bout du processus critique. Donc, elles ont cette composante motivationnelle, mais elles ont aussi une composante attitudinale. Et dans ce cas-là, chez certains auteurs, on va plutôt parler d'attitude, d'habitude mentale, mais aussi de vertu, ce qui vous permet de vous rendre compte que la notion de vertu a aussi une composante motivationnelle et une composante attitudinale. En ce sens, on pourrait très bien remplacer disposition par vertu. Et quand elles sont des composantes attitudinales, elles sont importantes plutôt pour que le réflexe de penser de manière critique perdure dans le temps, à force de pratique. Si on le dit autrement, on a besoin de la vertu pour se motiver à penser de manière critique, mais on a besoin de l'appliquer beaucoup pour que ça devienne une habitude de vie, une habitude intellectuelle, et pas seulement quelque chose où on va devoir aller chercher de la motivation pour l'enclencher à chaque fois. À force d'utiliser nos motivations, nos vertus à des fins de motivation, elles deviennent des habitudes mentales. En tout cas, ça c'est dans le meilleur des mondes. Et donc, si on remplace effectivement les dispositions par le terme de vertu, il faut quand même voir que ce n'est pas une équivalence parfaite parce que le concept de vertu est beaucoup plus exigeant que le concept de disposition. C'est ce que disent Bailyn et Battersby dans l'article que vous avez lu il y a 2 semaines avant la pause. Ils disent the aspect that is captured in the notion of virtue that is missing in the notion of disposition is that of valuing or appreciating. A virtue is not just a tendency to behave in a certain way, but a tendency to do so based on appreciation and valuing of the enterprise. Donc en d'autres mots, la disposition va nous pousser à faire certaines choses, elle va avoir cette composante motivationnelle mais aussi cette composante attitudinale. Mais si on le fait de manière vertueuse, c'est qu'on le fait parce qu'on estime que le processus a de la valeur. Vous vous rappelez qu'on a dit que chez Richard Paul, il existe 2 types de pensée critique. Une pensée critique au sens faible, disait-il, où on pratique l'esprit critique pour défendre son propre point de vue, pour défendre les intérêts de notre groupe. C'est ce qu'il disait, une pensée critique sophistique. Mais il disait, il existe aussi une pensée critique au sens fort du terme, et celle-ci est plutôt impartiale. Et donc, on aurait tendance à penser qu'une
qu'une pensée critique vertueuse serait effectivement une pensée critique au sens fort, comme le dit Richard Paul, parce que on accorde de la valeur, on apprécie le processus. Limite, on en retire une certaine joie au fait de penser de manière critique. On estime que penser critique, ça a une grande valeur en soi. On n'utilise pas le processus critique pour se donner raison ou pour attaquer autrui, etc. On utilise le processus critique parce qu'on se dit, bah, c'est la bonne chose à faire, c'est ça qu'il faut faire. Donc les vertus ne sont pas uniquement des éléments motivationnels, comme on vient de le voir, ce sont des composantes dont l'individu est responsable. Et c'est pour ça que Pascal Angel estime que au niveau de l'éthique seconde de l'éthique seconde de la croyance, pardon, on peut parler de vice ou de vertu parce que quelque part on est responsable de la façon dont on utilise notre esprit critique. On n'est pas responsable de l'avoir ou pas. Ça, il faut qu'on nous forme, on a besoin des autres, mais par contre, on est responsable de la façon dont on l'utilise, à quelle fin, quelque part. Donc, il y a cette idée que on adopte, et c'est ici le cas dans notre réflexion sur l'esprit critique, une vision responsabiliste des vertus. Alors, pour celles et ceux, mais là, j'entre un petit peu dans des détails qui ne sont pas forcément importants pour vous, mais pour celles et ceux que ça intéresse, il existe de grandes écoles de l'épistémologie des vertus, une école responsabiliste et une école plus fiabiliste. Et donc, on va laisser de côté l'épistémologie fiabiliste, l'éthique des vertus fiabilistes, tout simplement parce qu'elle ne s'applique pas bien dans le cadre de l'esprit critique. On va plutôt on va suivre les auteurs et les autrices qui parlent de vision responsabiliste de la vertu. Fin de la parenthèse, vous pouvez recommencer à m'écouter. Et donc là, on est obligé d'avoir cette conception responsabiliste parce que c'est nécessaire pour pouvoir parler de vice ou de vertu. Encore une fois, c'est ce que nous disions la semaine passée. Si on n'est pas responsable, on ne peut pas dire qu'on a un comportement vicieux ou vertueux. L'avantage d'utiliser le terme de vertu par rapport au terme de disposition, et c'est ce que dit Harvey Siegel, il dit que quelque part les dispositions, on peut les utiliser pas à bon escient. On peut utiliser notre curiosité intellectuelle, mais en étant extrêmement biaisé, puis en allant lire que ce qui nous arrange. On peut utiliser notre ouverture d'esprit, mais juste pour écouter celles et ceux qui disent exactement la même chose que nous. L'idée de vertu est quand même plus large et elles sont censées être toujours épistémiquement bonnes, en tout cas. Ainsi, si la plupart de nos croyances sont acquises de manière contrôlée, vous vous rappelez que la semaine passée, il y a 2 semaines, pardon, on a adopté à minima un volontarisme doxastique faible. On s'est dit que oui, il arrive que la croyance soit formée de manière volontaire, mais la plupart du temps, on crée nos croyances comme ça de manière automatique et intuitive. Donc si la plupart de nos croyances sont acquises de manière non contrôlée, nous avons en revanche le contrôle sur la façon dont nous menons l'enquête et dont nous régulons nos croyances, notamment dans l'examen a posteriori de nos croyances. Et c'est pour ça que, à force de travailler sur cette notion d'esprit critique, j'ai tendance à penser que l'esprit critique est très intéressant pour l'examen a posteriori de nos croyances. Plus j'avance, plus je me dis, mais en fait, je crois que nos croyances sont souvent faites de manière intuitive. Et c'est très exigeant de demander que la croyance se crée de manière consciente et réfléchie et analytique. Souvent, elle se crée, la croyance, mais peut-être que là où l'esprit critique est intéressant, c'est quand une fois qu'elle est créée, la croyance, on va la revoir. On va la rechercher, on va voir, mais en fait, pourquoi je crois ce machin et depuis quand je crois ce truc et quelles sont les raisons finalement pourquoi je crois à ça. Précision importante, les vertus dépendent grandement de la situation dans laquelle on est. Nous ne sommes pas impartiaux, par exemple, en toutes circonstances. L'exemple qui est souvent donné, c'est celui de la générosité, alors qui n'est pas une vertu intellectuelle, mais plutôt une vertu morale. C'est pas parce que vous payez une fois le resto qu'on dira de vous que vous êtes généreux. Il va falloir réitérer cette générosité pour qu'on puisse, à un moment donné, dire de vous que vous êtes généreux. Donc, quand un grand faisceau d'indices comportementaux constants et cohérents tendent vers une même direction, alors on aura tendance à qualifier des comportements de vicieux ou de vertueux, mais effectivement, c'est quelque chose de très situationnel. On n'est pas généreux tout le temps et en permanence, c'est quelque chose qui varie grandement en fonction des situations, et de fait, ça devient quelque chose de difficile à percevoir ou à évaluer, parce que justement, ça bouge beaucoup.
Donc, quelles sont les vertus propres à l'esprit critique? Et là, je réagis à l'une de vos questions, remarques par rapport au texte de Bailyn et Battersby. Donc, désolé, ça remonte à 2 semaines. Mais donc, la personne disait, nous avons constaté en début de semestre qu'un problème rencontré par les définitions basées sur les dispositions et les compétences est de déterminer combien de dispositions et de compétences doivent être démontrées pour que notre pensée soit considérée comme critique. Selon la définition de Bailyn et Battersby, si j'ai bien compris, notre pensée est critique dès lors que nous faisons preuve de vertu d'investigation pertinente pour la pratique spécifique à laquelle nous nous consacrons en suivant les principes normatifs qui régissent la pratique de l'investigation, afin d'aboutir à un jugement raisonné. Si tel est le cas, alors il me semble que cette définition permettrait d'échapper à ce problème, car les vertus à mettre en place sont liées à l'instance particulière de l'investigation. Je pense que vous avez raison quand vous soulignez qu'effectivement, on a eu ce problème, et on l'a encore, ce problème en début de semestre de « mon Dieu, il y a trop de dispositions, il y a trop de compétences dans l'esprit critique, qu'est-ce qu'il faut choisir ?» Par contre, malheureusement, la solution proposée ne fonctionne pas, mais c'était très bien tenté. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? En fait, qu'est-ce que c'est que ce terme inquiry que utilisent Bailyn et Battersby? Donc, Bailyn et Battersby ont travaillé tous les deux sur un gros bouquin de formation à l'esprit critique qui est surtout axé sur l'argumentation. Et ils utilisent ce terme inquiry, donc l'enquête. D'ailleurs, c'est le sous-titre de leur ouvrage, An Inquiry Approach to Critical Thinking. Et donc, quand ils sont amenés à définir ce que c'est l'inquiry, ils disent « We use the term inquiry to refer to the careful, critical examination of an issue, problem, controversy, or challenge according to relevant criteria in order to come to a reasoned judgment. Making a reasoned judgment is not, however, simply a matter of evaluating individual arguments. » Donc on voit que la distinction entre inquiry et critical thinking n'est pas très claire. On a l'impression qu'ils utilisent un petit peu l'un pour l'autre. De ce que je comprends de leur approche, le critical thinking, c'est vraiment plutôt les compétences liées à l'esprit critique, et donc les dispositions ne seraient pas de l'esprit critique, mais c'est pas très clair, et je pense qu'en proposant ce genre de distinction conceptuelle, en utilisant un nouveau mot comme the inquiry, il participe au network problem, au problème du réseau. C'est-à-dire que tout à coup, il y a des nouveaux termes et on doit se dire, bon maintenant, est-ce que ça c'est l'esprit critique, est-ce que c'est pas l'esprit critique, sachant qu'on a déjà très en galère pour définir ce que c'est l'esprit critique. Donc, de ce que j'ai pu comprendre de ce terme inquiry, il serait plus large que le terme d'esprit critique, parce que dans inquiry, dans le processus d'enquête, on comprendrait aussi l'aspect émotionnel et l'aspect de la créativité qui n'existe généralement pas dans les visions de l'esprit critique. Donc en fait, la proposition qu'a faite une étudiante ou un étudiant est intéressante, mais comme l'inquiry est plus grand que l'esprit critique, on ne résout pas vraiment le problème. Et puis surtout, on va voir, les dispositions de l'inquiry et de l'esprit critique sont en réalité assez similaires. Ce que disent les deux auteurs dans leur ouvrage, quand ils caractérisent l'enquête, ils disent que c'est la concentration sur un problème, l'examen attentif de ce problème et arriver à un jugement raisonné. Ça fait clairement penser à l'esprit critique, donc en somme, on n'est pas loin du tout. D'ailleurs, ils disent plus loin, the spirit of the inquiry. Alors là, on a le mot spirit qui apparaît. Encore un nouveau terme. Est-ce que spirit, c'est la même chose que les vertus? Est-ce que c'est la même chose que les dispositions? En tout cas, quand je vais vous lire la liste, ça va forcément vous faire penser à ça. Donc, ils disent, il y a l'ouverture d'esprit, l'équité intellectuelle, la curiosité, le souci de la vérité et de l'exactitude, l'admiration pour les réalisations intellectuelles humaines, la volonté de suivre les arguments et le raisonnement où qu'il mène, le désir d'agir sur la base de la raison et l'acceptation de l'incertitude. Donc on voit que ça ressemble bien aux dispositions de l'esprit critique. Donc les vertus de l'esprit critique semblent être similaires au spirit of the inquiry. Vous voyez qu'on est tout le temps en train d'utiliser des termes différents pour parler à peu près de la même chose. Donc ça, ce sont une partie des vertus de l'enquête, de l'esprit critique. Dans leur article que vous aviez lu, ils vont aussi citer d'autres auteurs qui mentionnent l'amour de la vérité, la répugnance à l'égard de la déformation et de la dérobade, mot génial, dérobade, et le respect des arguments des autres. Et puis, si on va chercher encore un petit peu ailleurs dans la littérature, on a Richard Paul, toujours lui, et Linda Elder, qui ont fondé ensemble la Foundation for Critical Thinking en Californie. Et régulièrement, ils rééditent un tout petit guide qui s'appelle The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools.
Et on trouve ce très joli schéma en forme de fleur, comme ça, où ils expliquent quelles sont les vertus intellectuelles liées à l'esprit critique. Et on va voir qu'on a un peu toujours les mêmes termes qui reviennent. Donc on a l'intégrité intellectuelle, l'humilité, la confiance dans la raison, la persévérance intellectuelle, l'équité, le courage intellectuel, l'empathie et l'autonomie. Paul et Elder sont des rares auteurs à parler d'empathie. On ne trouve pas ça chez beaucoup d'autres auteurs. Mais sinon, effectivement, on a les mêmes mots qui reviennent. Et donc, est-ce que les vertus de l'esprit critique sont les mêmes que les vertus de l'inquiry? En fait, on en revient au travail que j'avais fait et que je vous avais proposé au début du semestre. En fait, une fois qu'on a un petit peu regardé chez tous les auteurs, on se retrouve avec cette même liste de dispositions / vertus de l'esprit critique. Ouverture d'esprit, courage, curiosité, intégrité, impartialité, persévérance, mais aussi flexibilité, humilité, introspection. Donc en somme, ce sont les mêmes termes pour parler de disposition et de vertu, mais rappelez-vous, la notion de vertu a une exigence supplémentaire, c'est-à-dire qu'on l'utilise parce qu'on estime que la démarche a de la valeur. Et donc là, on en arrive à un problème épineux qui est comment est-ce qu'on développe les vertus intellectuelles. Et je commence par quelque chose auquel je crois très fort et qui va mettre un peu à mal tout le reste, mais il faut quand même, par souci d'honnêteté intellectuelle, le souligner. Je suis d'accord avec Siegel quand il dit qu'il existe un risque non négligeable de rendre la tâche des enseignantes et des enseignants encore plus difficile qu'elle ne l'est si on se dit il faudrait faire en plus de la pédagogie de la vertu. On attend beaucoup, mais on en parlera dans la suite du cours, on attend beaucoup des enseignantes et des enseignants qu'ils forment à la pensée critique alors ils ont rarement les outils pour former à la pensée critique, en plus de la discipline auquel ils doivent former. Et si en plus on se dit ouais, mais l'esprit critique, c'est pas tout. Il faut en plus de la vertu intellectuelle. Je pense que Siegel a raison quand il dit on est en train de vraiment compliquer la tâche des enseignantes et des enseignants. Alors peut-être qu'on peut réfléchir à cette question parce que ça veut pas dire que parce que ça complexifie tout, on ne peut pas y penser un peu, mais peut-être qu'on peut réfléchir cette idée de développer des vertus intellectuelles en dehors du cadre scolaire et de se dire que finalement c'est la tâche aussi de la famille, des éducateurs en tout genre. Et donc, quelqu'un parmi vous je me demandais si la méthode d'enseignement de l'enquête, inquiry, proposée par les auteurs, a été utilisée par les classes. Si oui, existe-t-il des retours sur l'efficacité, l'appréciation des élèves ou encore la faisabilité pour l'enseignant de ces méthodes? Eh bien, clairement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on a très peu de retours. Malheureusement, dans les recherches en sciences de l'éducation, on a de la peine à vraiment estimer si ça fonctionne ou pas. Donc on a peu de données. On a beaucoup d'espoir, mais on a peu de données sur vraiment le fonctionnement. On a quelques pistes sur, justement, comme vous dites, la faisabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour développer les vertus intellectuelles, sachant encore une fois que ça complexifie le travail. L'élément central pour développer des vertus au point que progressivement ces motivations à penser de manière critique se transforment en habitudes intellectuelles, c'est l'environnement. L'environnement a une place fondamentale quand il s'agit de former aux vertus ou de développer les vertus. L'environnement peut, entre autres, souligner explicitement le sens et l'objectif du processus de pensée critique. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on va vous former, là on est en train de former à l'esprit critique, mais à quoi ça sert au fond? Pourquoi on vous fait faire ça? Pourquoi on vous fait faire de l'esprit critique? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est l'idée en fait? Sachant qu'il existe des mensonges, et vous pouvez être confronté à des sources fallacieuses ou des choses qui vous montrent du contenu qui est faux. En fait, voilà pourquoi on vous forme à la pensée critique. Donc vraiment expliciter quelque part le sens et l'objectif. Leur donner des occasions de pratiquer les actions caractéristiques des vertus intellectuelles, mais aussi des occasions régulières d'autoréflexion et d'auto-évaluation. Donc ça, on trouve ça chez Jason Behr.
Il va dire, par exemple, leur permettre de pratiquer la persévérance intellectuelle en menant la tâche à son terme. Et une fois qu'il est arrivé à son terme, souligner que l'étudiante ou l'étudiant a fait preuve de persévérance intellectuelle ou l'ouverture d'esprit lorsqu'il s'agit d'écouter le point de vue d'autrui, surtout quand la personne n'est pas d'accord avec nous. Donc souligner, finalement, donner des occasions, sauter sur l'occasion quand elle se présente, de mettre en avant certaines vertus intellectuelles. Et puis, intégrer des concepts et des normes de vertu dans les évaluations formelles et informelles. Donc ça va être prêter attention et féliciter certains comportements lorsque eh bien, des exemples d'actions intellectuellement vertueuses ont été manifestés. Donc encore une fois, un élève qui aurait fait preuve de persévérance ou d'ouverture d'esprit, etc. Mais surtout, et je crois que c'est le point principal, surtout l'environnement pédagogique et éducatif peut offrir des démonstrations naturelles et authentiques de vertus intellectuelles, et je crois que c'est ça qui marque le plus, en fait. Je ne sais pas si vous avez en tête des enseignants, des professeurs qui, à un moment donné, vous ont écouté en disant « Ah bah ça, je connaissais pas ». Vous avez proposé une piste et on vous a dit « Ah bah ça, je connaissais pas, je vais me renseigner ». Tout à coup, on montre, l'enseignante ou l'enseignant démontre qu'il y a de l'humilité intellectuelle, il y a de l'ouverture d'esprit. Et en fait, face à ces exemples, c'est ce que dit la littérature, c'est ça qui peut marquer le plus, en fait, dans le cas de développement de comportements vertueux. Et c'est ce que souligne Baer. Il dit « The experience of being taught by an exemplar of intellectual virtue can be extremely powerful invitation to the life of the mind. Witnessing how such a person reflects on, communicates, and feel about her subject matter can have a profound impact on the student's fundamental beliefs and attitudes toward thinking and learning. » Du coup, ça déplace un tout petit peu la question et on se dit, en fait, qui est-ce qu'on doit former en priorité à l'esprit critique? Si on attend des enseignantes et des enseignants qu'ils soient un modèle dont les élèves puissent s'inspirer pour développer des vertus intellectuelles en voyant des exemples de comportements vertueux, en fait, qui est-ce qu'on doit former à l'esprit critique? Et c'est ce que dit Sébastien Dieguez dans une vidéo que je vous invite à aller voir, qui s'appelle « Contre l'esprit critique ». C'est une conférence qu'il a donnée aux Journées de l'esprit critique à Angoulême. Elle date déjà d'il y a 2 ans. Mais je trouve qu'il fait une critique très intéressante. À un moment donné, il dit qu'il y a quelque chose de paternaliste dans l'esprit critique parce qu'on attend des enfants qu'ils arrivent à faire quelque chose que la plupart des adultes n'arrivent pas à faire. Donc, est-ce que c'est pas un peu exigeant de s'attendre à ce que eux arrivent? Est-ce que ce serait pas des gens qui font autorité qu'on devrait former en priorité à l'esprit critique, et surtout comment on fait. Étant donné que vous vous rappelez, on a vu, mais on y reviendra, on a vu dans notre questionnaire qu'on se sent généralement bien pourvu en esprit critique. Pourquoi est-ce que tout à coup, en tant qu'adulte, on irait se former à l'esprit critique? Parce que finalement, ça c'est quelque chose qu'on propose plutôt aux enfants. Donc vous voyez qu'on est un peu coincé avec cette notion d'esprit critique. Peut-être une source que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, quand vous posiez la question de est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées sur la façon de former aux vertus intellectuelles, je dois quand même souligner la thèse de Denis Carotti, docteur en philosophie, qui a fait une thèse, elle est en français, elle est disponible sur Internet, qui s'appelle « Effet des formations à l'esprit critique sur les croyances et les dispositions épistémiques des enseignants ». Et je crois qu'il a mis l'accent sur 3 grandes vertus intellectuelles, sauf erreur de ma part, l'humilité intellectuelle, l'ouverture d'esprit et, j'ai un petit doute sur la 3e, peut-être la flexibilité à vérifier. Mais effectivement, il y a quelques travaux qui évalue en fait comment on peut former aux vertus, mais c'est pas très courant encore aujourd'hui. Dans le fait que former à l'esprit critique est toujours un objectif pédagogique fondamental, je vous mets ici le plan d'études roman, le PER, qui est finalement la marche à suivre peut-être pour les enseignantes et les enseignants, ce qui est attendu en fait de leur action pédagogique, et parmi les différentes actions pédagogiques qui sont attendues, une compétence transversale qui est attendue de la part des enseignantes et des enseignants, c'est de former à la pensée critique et à la pensée réflexive. Et donc dans ce plan d'études roman, il y a cette idée d'avoir à la fois l'élaboration d'une opinion personnelle et la remise en question et la décentration de soi,
Donc, par leurs actions pédagogiques, on attend des enseignantes et des enseignants que, grâce à ça, les élèves parviennent à cerner les enjeux de la réflexion, mettre en perspective, s'appuyer sur des repères, adopter certains points de vue, etc., tout en explorant des options différentes. Et puis, dans la remise en question et la décentration, prendre de la distance, se décentrer des faits, renoncer aux idées préconçues, renoncer carrément aux idées préconçues, comparer son opinion à celle des autres, comparer les chemins, les procédures, les stratégies utilisées par d'autres, bref. C'est relativement exigeant et ça fait vraiment appel à certaines des vertus intellectuelles qu'on a vues plus tôt. Donc en fait, il y a vraiment cette attente que l'école soit en capacité de former ça, mais encore une fois, comment est-ce qu'on forme les enseignants à former à ça, en fait? Parvient-on réellement à enseigner l'esprit critique? Donc ça, c'est le moment où je suis un petit peu pessimiste. Le boom de l'esprit critique aux USA a eu lieu déjà il y a quasiment 50 ans. Vous vous rappelez, on avait parlé au tout début du semestre de ce moment où tout le monde écrivait des bouquins sur l'esprit critique. Ça, c'était dans les années 70, 80 aux États-Unis. Puis après, il y a eu au Canada. Il y a eu pléthore comme ça de bouquins, de manuels, d'enseignement d'esprit critique. Après, tout le monde a commencé à faire des tests d'esprit critique. Il existe encore beaucoup. Et puis, à un moment donné, vous vous rappelez, il y a eu ces auteurs au tout début des années 90 qui ont dit, bon, maintenant, on se met d'accord sur une définition consensuelle parce qu'il y avait eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a le recul nécessaire. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut regarder ce magnifique boom qu'il y a eu dans les années 70-80, et puis aujourd'hui, dans les années 20, se demander qu'est-ce qu'il en reste au final. Il y a des méta-analyses qui existent sur le sujet. Abrami et collaborateurs en ont publié en tout cas 2, une relativement récente, enfin ça fait quasiment déjà 10 ans, mais qui tendent à démontrer que finalement il y a très peu d'actions avec S, pédagogiques liées à l'esprit critique qui ont véritablement un effet. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Malheureusement, on n'est pas très optimiste sur l'impact que ça peut avoir. Souvent, les études montrent que les élèves qui arrivent à l'université avec beaucoup d'esprit critique en ont toujours autant en sortant, ceux qui en avaient peu en ont toujours aussi peu en sortant de l'université. Surtout, ce qui est démontré, maintenant on sait un petit peu ce qui fonctionne pas. On sait toujours pas ce qui fonctionne, on pourrait le dire comme ça, mais on sait ce qui fonctionne pas trop. Les enseignements hors d'un contexte disciplinaire, par exemple, sont les approches qui fonctionnent le moins. C'est-à-dire que si vous faites 1 heure d'esprit critique par semaine, malheureusement, ça va pas avoir un impact fort parce qu'il y a un énorme problème de généralisation et de transférabilité des compétences et des connaissances d'esprit critique. C'est-à-dire que on va apprendre les différents biais, les façons, les méthodes, etc. L'analyse, l'évaluation des arguments, on va savoir le faire dans le cadre de dans le cours d'esprit critique. En sortant, on n'arrive déjà plus à le faire. Il y a vraiment un gros problème de transférabilité. Donc, qu'il serait conseillé, et encore une fois, rendons encore plus difficile la tâche des enseignantes et des enseignants. Ce qu'il faudrait faire, c'est un peu d'esprit critique en histoire, un peu d'esprit critique en sciences, un peu d'esprit critique en littérature, parce qu'à chaque fois, c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes connaissances, et donc forcément, c'est une habitude qui doit prendre différentes facettes, et le faire hors du contexte disciplinaire, la recherche montre que ça ne fonctionne pas. Oui. Que j'aurais dit juste pour l'enregistrement, je pense qu'il y a à penser quelque chose en dehors du contexte scolaire, parce que comme tu le soulignais justement, l'école est rarement l'endroit où on a des discussions sur les votations, en l'occurrence, l'actualité, c'est pas le lieu pour ça, parce qu'effectivement, il y a énormément d'exigences sur l'école, et comme tu le dis, il y a un contrôle de maths, donc on va bosser les maths. Effectivement, c'est la question. Est-ce que l'école est le lieu pour ça, et est-ce qu'on pourrait avoir dans des contextes familiaux, éducatifs, des encouragements en tout cas à la pensée critique, mais c'est une bonne question parce que je trouve effectivement qu'on en attend beaucoup de l'école, effectivement. De plus, un autre problème, c'est qu'on ne sait pas si les compétences acquises durent dans le temps. Ça, on a très peu de données sur 20 ans après. Est-ce qu'on sait toujours penser de manière critique? Il y a une étude, bon maintenant elle date, de 97, de Paul, de nouveau, Elder et Bartel, qui ont démontré que, en fait, la plupart des enseignantes et des enseignants avaient le sentiment que dans leur cours, en fait, ils forment à la pensée critique, mais elles savent rarement expliciter le concept d'esprit critique. Ils disent, bah oui, je forme à l'esprit critique, d'accord, mais c'est quoi? Ça, c'est plus difficile. Ils mentionnent rarement des auteurs et des autrices qui ont contribué aux réflexions sur la pensée critique. C'est pas un reproche.
approche, c'est juste qu'ils ne sont pas formés à ça, et donner des exemples d'exercices visant spécifiquement à développer un esprit critique en classe. En tout cas, dans le cadre de cette étude, c'est quelque chose qui a démontré que les enseignants sont très motivés, mais souvent très démunis. Alors à ce niveau-là, j'ai hâte de lire la thèse de ma collègue Charlotte Barbier, qui justement étudie comment les enseignantes et les enseignants en France comprennent ce concept d'esprit critique. Donc ça, je me réjouis effectivement de l'entendre. Et en tout cas, c'est un constat qui avait été fait en 97. On peut se demander si aujourd'hui les choses ont beaucoup évolué. Je vous ai montré tout à l'heure dans le PER, le plan d'études roman, on a cette attente de la part des profs de former à l'esprit critique. Mais est-ce que vraiment dans les hautes écoles pédagogiques, est-ce que c'est quelque chose qui est mentionné des petits insights que je peux en avoir, j'ai des collègues qui font la HEP, effectivement, qui n'entendent pas nécessairement parler de... le terme esprit critique vient souvent, mais vraiment des outils concrets, c'est plus compliqué. Et du coup, parce que les formations en pédagogie n'abordent pas systématiquement cette littérature, c'est pas du coup tout de pointer du doigt que les profs sont nuls ou quoi que ce soit, mais c'est comment est-ce qu'on forme les profs finalement à la pensée critique, et donc à nouveau, qui doit-on former en priorité à l'esprit critique. Deux réactions par rapport à l'article de Bailyn et Battersby. Une personne parmi vous disait « Je suis séduit par cet article qui propose une approche volontaire et communautaire de la pensée critique. Cela me paraît plus accessible et plus productif que d'autres approches vues précédemment, effectivement. Critical thinking and engaging in a serious inquiry requires mental work, and people are often not initially inclined to put in this effort. La pensée critique conçue comme une pratique me semble éliminer certains problèmes, comme celui de l'individualisme épistémique extrême, par exemple, et ça, je suis effectivement d'accord avec vous. Je pense que même si ça complexifie la notion d'esprit critique, y ajouter cette notion de comportement vertueux permet d'éviter des utilisations abusives de l'esprit critique, comme cette idée de je pense par moi-même, et donc je tombe à deux pieds dans l'individualisme épistémique. L'individualisme épistémique, oui. Les auteurs conçoivent l'esprit critique comme étant la pratique de l'enquête et soulignent à plusieurs reprises qu'à leur avis, il s'agit essentiellement d'une pratique sociale et collective. Ma question est donc la suivante. Une fois acquises les vertus nécessaires, ne pourrait-on pas exercer notre esprit critique même en l'absence d'échange avec autrui ? Le fait d'échanger constamment avec les autres membres d'une communauté est-elle vraiment indispensable à l'exercice de l'esprit critique ? Effectivement. C'est une bonne question, non. Il n'est pas nécessaire d'être constamment en train d'échanger avec autrui pour faire preuve d'esprit critique. Les compétences liées à l'esprit critique, généralement, sont plutôt pérennes. Les connaissances, également, une fois qu'on les a, on les a. Là où on a quand même plutôt besoin des autres, bon, déjà, on a besoin des autres pour acquérir les connaissances et les compétences, mais c'est plutôt dans cet aspect disposition ou vertu qu'on va avoir besoin des autres, parce que la vertu ou les dispositions, c'est pas quelque chose de stable. On l'a vu, c'est très situationnel. Et si on n'a pas dans le regard d'autrui, avec des proches qui nous disent, si possible de manière bienveillante ou pas, que parfois on a tendance à se précipiter sur la première source qui nous arrange, ou alors que des fois on manque sérieusement d'humilité intellectuelle, ça c'est pas des choses dont on va se rendre compte seul, de manière isolée. Donc bien sûr qu'on peut penser, qu'on peut faire preuve d'esprit critique seul, évidemment, mais sur la façon de le pratiquer, ça je pense qu'on a quand même besoin du regard d'autrui, et c'est pour ça que il faut cette part d'épistémologie régulative dans l'esprit critique, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'évaluer les sources, il s'agit de le faire de manière un petit peu intègre et impartiale. Après avoir lu le texte, disait une personne, je comprends qu'il est important d'encourager l'exercice de l'esprit critique à travers des débats collectifs, notamment en utilisant la salle de classe comme lieu de discussion. Cependant, je trouve que la salle de classe n'est pas toujours le cadre idéal pour refléter pleinement la réalité sociale. En effet, cela dépend du public présent dans cette salle de classe et de ses diverses perspectives. Je suis d'accord avec vous, et quelqu'un va encore plus loin en disant « L'idée de prendre en compte l'aspect interactif d'une analyse qui fait preuve d'esprit critique m'intrigue, mais je me demande si une telle approche est généralisable et si tout dépend de la compatibilité des personnes qui participent au processus. Peut-être que c'est la faute du système duquel nous sommes issus, mais mes expériences avec les travaux de groupe à l'école et à l'université ne me rendent pas très optimiste. Suis-je la seule ? Non, vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes clairement pas la seule. Effectivement,
Il ne s'agit pas juste d'être en groupe pour réussir à développer des vertus intellectuelles. Je dirais que je rejoins parfaitement votre expérience et que pour ma part, les travaux de groupe n'ont pas permis de développer mon esprit critique, ils ont plutôt développé ma misanthropie. Et de fait, je pense pas que simplement l'échange, la discussion permet de développer un esprit critique, peut-être même au contraire. Je pense qu'il faut des conditions très particulières pour pouvoir réussir à développer un esprit critique dans le cadre d'un échange, d'une discussion. Et peut-être encore une fois l'importance du modèle et de l'enseignante ou de l'enseignante qui va encadrer la discussion de groupe et souligner les actions plutôt vertueuses et pointer du doigt des comportements plutôt vicieux ou en tout cas des comportements qui ne rendent pas justice à la pensée critique. Donc non, la mise en groupe ne suffit pas. Il faut effectivement des conditions très particulières où on essaye de faire émerger des comportements vertueux. Je vous écoute. Alors la question c'était, y a-t-il de l'esprit critique lors des discussions à l'ONU c'est une bonne question. Je sais qu'il est utilisé dans le cadre de l'UNESCO. À l'UNESCO parce que ça fait partie des grands idéaux pédagogiques finalement. On veut, et ça c'est très... En Occident, c'est un peu partout. On veut vraiment former les citoyens et les citoyennes de demain à la pensée critique. Donc en tant qu'idéal, oui. En tant que trouver des solutions concrètes, je pense qu'en fait, on n'arrête pas d'essayer sans cesse. C'est pour ça qu'il y a eu tant de profusion de littérature à ce sujet. Et heureusement, peut-être qu'on continue à essayer, mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas une réussite totale. Peut-être que, si j'extrapole sur votre question, peut-être que s'il y avait des débats publics auxquels on pourrait assister, où on voit vraiment des gens faire preuve d'esprit critique, et si on pouvait s'en inspirer comme des modèles, peut-être que ça éliciterait déjà plus de pensée critique. Parce qu'on a parlé de l'importance du modèle. Si on voyait des discussions à l'ONU où il y a effectivement des gens qui ont une belle preuve d'humilité, d'écoute de l'autre, d'empathie intellectuelle, ça pourrait être inspirant. Dans un monde idéal. La réponse est oui, dis-nous. Donc la formation à l'esprit critique est encouragée par l'ONU en réponse aux discours de haine et aux préjugés. Ok. Mais encore une fois, c'est le problème. C'est le problème de la panacée. L'idée que l'esprit critique, comme tu l'as dit, c'est la réponse à tout, en fait. Vous avez des fake news, esprit critique. Vous avez des théories du complot, esprit critique. Des discours haineux, vous avez compris. Oui. Oui, qui n'aurait pas besoin de se former, absolument. Et en fait, on revient tout le temps au départ. Vous avez raison. Ce que vous soulignez, c'est que les gens à l'ONU, qui travaillent à l'ONU, ont l'impression d'avoir de l'esprit critique. Et en s'exprimant publiquement et en prenant part au débat, ils font preuve d'un bel esprit critique, parce que tout simplement, l'esprit critique, c'est tellement vague qu'on y met ce qu'on veut. Donc à partir du moment où on a eu un débat, on a eu l'impression de faire preuve d'esprit critique, et on se surestime toujours. Donc à partir de là, on a vraiment le serpent qui se mord la queue, donc vous avez tout à fait raison de le souligner. En tout cas, je suis ravie de voir que ça génère des réflexions vives chez vous. Une autre personne disait, j'ai la sensation que l'auteur affirme que les vertus sont purement dépendantes de nous et de notre entourage. N'est-ce pas possible réellement de les analyser de manière objective? Existe-t-il une vertu qui n'est pas dépendante de sa communauté? Pour la dernière partie, je suis pas sûre de vous comprendre, mais est-il possible réellement de les analyser de manière objective? C'est une excellente question et c'est un énorme problème. Les dispositions ou les vertus intellectuelles sont très difficiles à opérationnaliser, vu que, comme nous l'avons vu, les dispositions, elles peuvent-elles réellement être enseignées? On disait qu'on a besoin d'exemples qui nous montrent l'exemple, mais vous pouvez montrer des exemples à longueur de journée, et puis certaines personnes ne vont pas prendre. Donc c'est pas aussi facile de former aux dispositions que de former aux compétences. Les compétences, à un moment donné, on n'en a pas. Ensuite, on fait la formation et après, on teste pour voir si on les a. Et au pire, on se reforme. Mais normalement,
Il existe un moment où on peut évaluer toute une série de compétences, où on est bon, où on est mauvais. Les dispositions, c'est quelque chose de beaucoup plus fluctuant. Encore une fois, c'est quelque chose qui dépend grandement du contexte. Il arrive par moments qu'on soit très impartial, par moments on ne l'est pas du tout. Ça dépend un peu des sujets. Et puis, est-ce qu'on peut vraiment observer ou mesurer par le biais de tests des dispositions ou des vertus intellectuelles? C'est très difficile. Je vous avais déjà montré ce test. C'est l'échelle d'esprit critique par Sozu, 2013. Et donc, pour faire le test des dispositions d'esprit critique, c'est en fait un questionnaire sur lequel on va devoir répondre de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord à des phrases du style généralement j'essaye de penser, d'avoir une vision globale pendant une discussion, j'essaye d'utiliser plus qu'une seule source d'information quand je me renseigne. Des fois, je trouve de bons arguments qui viennent un petit peu challenger mes croyances fortement établies. Je pense que c'est important de justifier les choix que je fais. Donc tout ça, c'est en lien avec une catégorie qui s'appelle Critical Openness. Et puis on a une deuxième partie à cette échelle qui s'appelle Reflexive Skepticism, où on doit s'auto-évaluer, encore une fois, sur souvent je me réévalue, je réévalue mes expériences, pardon. Comme ça, je peux apprendre de mes erreurs. Généralement, je contrôle la crédibilité d'une source d'information avant de former un jugement. Je pense à mes actions pour voir si je peux finalement les améliorer. Et en fait, quand on s'auto-analyse ou qu'on s'auto-évalue, ben on va dire moi, tout le temps. Tout le temps, je fais ça, tous les jours. Actuellement même, je suis en train de le faire. Donc, évidemment qu'on va pas dire de soi-même que moi, je suis quelqu'un qui ne contrôle absolument rien, je pense jamais aux conséquences de mes actions. Donc, on va toujours, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on va avoir tendance à se surestimer. Donc, en fait, ces échelles d'évaluation des dispositions liées à l'esprit critique, elles sont assez difficile parce que justement on a envie de se montrer sous son meilleur jour. Ce qui serait intéressant, ce serait de demander à des proches si on a, et encore une fois, là, tout à coup, on a l'esprit critique qui devient quelque chose, autrui apparaît dans le champ de l'esprit critique. Ce serait intéressant d'avoir des proches qui nous disent si effectivement on est quelqu'un qui a tendance à avoir du recul sur les choses ou qui réévalue certaines de ses croyances, il a la possibilité de changer d'avis en fonction de ce qu'on lui dit. Ce serait plutôt à nos proches de dire si, encore que s'ils nous aiment fort, ils vont être eux aussi très très biaisés et puis ils vont avoir tendance à dire des choses positives sur nous, mais je pense que c'est plutôt autrui qui est capable de répondre pour nous de ces différentes choses. Et en fait, toutes les échelles visant à évaluer les dispositions ou les vertus intellectuelles posent le même problème en fait. J'en ai trouvé deux autres. Celle qui est utilisée pour l'évaluation de la flexibilité cognitive, donc notre capacité à changer d'avis en fonction des preuves qui sont présentées. Donc encore une fois, il s'agit de répondre entre totalement d'accord et pas du tout d'accord. Je peux communiquer mes idées de façon différente. Je peux trouver des solutions workable, euh, fonctionnelles pour résoudre un problème. Dans une situation donnée, je suis capable d'agir de manière appropriée. Mon comportement est le résultat d'une décision consciente que je fais, qui va dire non, moi, mon comportement ne résulte absolument pas d'une décision consciente. Je me laisse porter par les vagues et puis on verra bien où j'arrive. Donc voilà, j'ai la confiance en moi nécessaire pour essayer différentes façons de me comporter. Je pense que encore une fois, on est face au même type de problème. C'est difficile de s'auto-évaluer et on ne peut pas observer les vertus intellectuelles autrement que par ce genre d'échelle. Une toute dernière, parce que actuellement l'humilité intellectuelle est très très à la mode. Il y a beaucoup de recherches qui portent sur ce sujet en particulier. Il y a encore une fois une échelle d'évaluation de l'humilité intellectuelle. Donc ça va être, je vais prendre les items. Le 6, j'ai de temps en temps changé d'opinion sur quelque chose qui était important pour moi quand quelqu'un m'a montré que j'avais tort. 7, je suis disposée à changer
mon point de vue, ma position sur une question importante quand on me montre de bonnes raisons de le faire. Je suis ouvert à réviser mes croyances importantes face à de nouvelles informations, etc. Donc encore une fois, ce sont le même type d'items et encore une fois, on s'évalue à l'aune de notre perception, de la perception qu'on a de soi et c'est assez compliqué d'évaluer autrement les dispositions de l'esprit critique. Donc ça, c'était pour répondre à existe-t-il une façon objective de voir les vertus intellectuelles? En vrai, pas vraiment. Et de fait, ça rend l'exercice beaucoup plus compliqué. Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de formations à l'esprit critique se concentrent sur les compétences et les connaissances. Les dispositions, on verra plus tard. Alors, je passe au cours numéro 10. C'est promis, il est tout petit, donc on aura le temps de le faire. Je voulais revenir pour terminer sur les dangers de l'esprit critique. Vous vous rappelez qu'on avait lu au tout début du semestre ce texte de Johnson et Hamby qui parlait de danger de l'esprit critique, et du coup j'ai eu envie de reprendre leur terminologie parce que finalement on en a déjà identifié des dangers de l'esprit critique. Déjà on a vu ensemble qu'il y a beaucoup trop de définitions de l'esprit critique et de fait ça en fait un concept flou. Moi j'avais envie de vous dire que dans mes rêves, je vois l'esprit critique comme une hydre polycéphale comme ça qui... en fait, on a l'impression que l'esprit critique, c'est la résolution de problèmes, mais c'est aussi les vertus, et puis c'est plein de compétences, et puis chaque fois qu'on s'attaque à une tête, il y en a une autre qui repousse, et donc il y a vraiment quelque chose de compliqué quand on essaie de s'attaquer à l'esprit critique, parce qu'il y a toujours quelque chose en plus, et quelqu'un d'autre qui comprend l'esprit critique autrement. C'est une notion qui est compliquée. Peut-être qu'une façon de l'attaquer, c'est de se dire, moi, ce qui m'intéresse dans l'esprit critique, c'est cette tête-là, et je vais m'intéresser à celle-ci, et c'est tout, on va pas en faire plus. De plus, comme on l'a vu, c'est un concept qui est très populaire, hein. L'ONU nous dit que c'est fondamental, tout le monde dit que l'esprit critique c'est fondamental, et puis il est vraiment passé dans le langage courant. On a vu que c'était un terme qui était né à l'université, mais qui est ensuite passé dans le langage courant, et du coup tout le monde l'utilise, et on ose le dire parfois, pas systématiquement, mais parfois un peu à tort et à travers. Tout le monde fait preuve tout le temps d'esprit critique. Il est très aisé de le confondre avec des termes proches, et ça, encore une fois, c'est le problème de cette notion qui est polycéphale. Comment le distinguer finalement de la vigilance épistémique? On a essayé de le distinguer, par exemple, de système 2. Vous vous rappelez, certains auteurs vont dire l'esprit critique, c'est le système 2, puis Florian nous avait explicité quelles étaient les distinctions entre esprit critique et système 2. C'est trop nombreuses composantes. Compétences, connaissances, dispositions, mais surtout compétences et dispositions nous poussent à n'exploiter qu'une partie de l'esprit critique parce qu'on n'a pas le choix. Il y a tellement de choses qu'il faut faire un choix à un moment donné, mais de fait, on le réduit. Quand on parle d'esprit critique, on est obligé de le réduire à quelque chose. Et par exemple, on peut le réduire aux pensées par soi-même et de fait tomber dans des plus grands problèmes comme le problème de l'individualisme épistémique. Et puis, l'énorme danger, l'énorme problème de l'esprit critique, c'est cette difficulté à opérationnaliser la notion dont je viens de parler. C'est difficile de l'enseigner, c'est difficile de le tester. Et pourtant, il est constamment considéré comme un enjeu pédagogique primordial. Et du coup, moi, j'aimerais vous parler de deux autres dangers qu'on n'a pas encore beaucoup abordés. Le premier, c'est est-ce que l'esprit critique nous rend arrogantes et arrogants? Oui. Vous vous rappelez que je vous l'ai mentionné à un moment donné dans le cours, j'ai mené dans le cadre de ma thèse 28 entretiens avec des gens qui bossent sur la notion d'esprit critique. Donc j'avais deux groupes. Le premier groupe, la moitié de mes participantes et mes participants, c'était des gens qui travaillent sur la notion d'esprit critique, enfin qui travaillent avec la notion d'esprit critique. Ils ont soit une chaîne YouTube consacrée à l'esprit critique, ou alors ils animent des ateliers d'esprit critique, font partie d'associations de promotion de l'esprit critique, par exemple. Et l'autre partie de mon groupe, c'était des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur la notion d'esprit critique en milieu universitaire ou de notions très proches. Et donc là, j'ai eu ma participante 28 qui a autorisé que j'utilise ses propos, mais de manière anonyme, qui a été très honnête en entretien et qui m'a dit, dans ma vie personnelle, c'est un peu pareil. Ça a pris au tout début quand j'ai découvert les chaînes sceptiques, ça prenait beaucoup trop de place dans ma vie. J'étais trop à faire la morale à tout le monde, ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu quelques mois où j'étais vraiment à faire la morale, à être condescendante avec les gens autour. Parce que moi, je sais,
Et eux, ils savent pas, en gros. Sachant qu'en plus, je sais, c'est faux avec le recul. C'est juste parce qu'un tel a dit ça, donc je le crois. J'ai décidé que c'est la vérité, parce que c'est lui qui l'a dit, parce qu'en vrai, je l'ai jamais vérifié moi-même. Mais j'estime que j'ai confiance, qu'il a bien vérifié, lui. Mais en vrai, j'ai pas vérifié, moi, ce qu'il dit. Et ça m'a pas duré longtemps, parce que j'ai eu des retours. Des gens autour de moi qui m'ont dit ça va ?» Donc ça m'a vite calmée quand même, parce que c'est important. Enfin pour moi, c'est sûr, c'est important le relationnel. Donc si j'ai des retours négatifs, je les prends en compte, vraiment. Donc ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a existé. Ça a été le premier impact du scepticisme sur ma vie concrète. Et du coup, je l'ai trouvé très, très honnête de raconter ça. Et on avait eu aussi le cas de Nicolas Martin. Florian avait lu aussi son témoignage qui disait aussi au début, il y a eu ce moment, cette petite phase de chevalier de la pensée critique où tout à coup j'ai eu envie d'aller expliquer des choses à plein de gens, tout simplement parce que je savais beaucoup de choses à un moment donné. Et c'est ce qu'elle dit ensuite, plus loin dans l'entretien, elle dit « on se sent plus fort ». Ça, c'est sûr. On se sent plus fort parce que ça, ce n'est plus juste mon intuition qui fait que je pense que j'ai raison. Tout le monde pense qu'il a raison, sinon on aurait changé d'avis par définition. C'est pas parce que je pense que, oh tiens, ça doit être vrai que j'ai raison. Je pense que j'ai raison parce que j'ai des bonnes raisons, de bonnes raisons d'avoir raison. Alors ça, c'est encore plus fort. Et donc, elle souligne à juste titre que jusque-là, ces croyances s'étaient formées de manière intuitive, comme on le fait toutes. Et là, tout à coup, elle avait un outil très spécial qui permet d'analyser la croyance et d'être un tout petit peu plus sûre de faire reposer sa croyance sur des preuves. Et donc, elle dit, en fait, on se sent plus fort une fois qu'on a ça. Et pour celles et ceux qui étaient là, il y a 2 semaines, vous vous rappelez que donc on avait articulé entre épistémologie analytique et épistémologie régulative. Donc, j'avais dit que finalement, les étapes de clarification, exploration, analyse, évaluation et intégration, ça appartient plutôt à l'épistémologie analytique. C'est la façon dont nous réagissons quand on nous présente une nouvelle information ou la façon dont nous évaluons nos croyances. Et puis on disait que tout ça est entouré par l'épistémologie régulative, qui est composée de capacités d'autorégulation, mais aussi de connaissances sur la cognition, on y reviendra. Et du coup, si on s'intéresse uniquement à l'épistémologie analytique, qui est finalement la façon dont on se forme à l'esprit critique, on développe des compétences, on est tout à coup beaucoup plus apte à utiliser la logique, à reconnaître l'implicite, à faire des recherches, etc. On commence à avoir les outils pour évaluer la fiabilité d'une source, la plausibilité, on voit un petit peu les raisonnements fallacieux dans le discours politique, on voit les techniques de manipulation qui existent. On acquiert toute une série de connaissances quand on se forme à l'esprit critique. On apprend ce que c'est un sophisme, un biais cognitif. On apprend comment fonctionne la méthode scientifique. Et tout à coup, on a des idées sur comment distinguer une science d'une pseudo-science et donc potentiellement les arnaques. On comprend comment fonctionnent les médias et donc on arrive mieux à identifier les fake news. Et donc ça rend un peu puissant. Il y a quelque chose de... maintenant, je sais plein de choses, en fait. Non seulement je sais des choses, mais en plus, j'ai plein de compétences. Donc, une fois qu'on nourrit comme ça cette épistémologie analytique, mon hypothèse, c'est que, dans un premier temps, peut-être, on devient moins bon à se regarder faire, quelque part. Donc, si je le formule autrement, paradoxalement, plus on gagne en compétences d'analyse, plus augmente le risque. C'est pas systématiquement le cas, mais parfois le risque d'être mauvais sur le plan régulatif. Et donc ça, c'est une conséquence du processus de réification de l'esprit critique, encore un terme que j'emprunte à Sébastien Dieguez, cette idée de réifier l'esprit critique, le restreindre aux compétences et aux connaissances, j'aurais dû ajouter compétences, le restreindre aux compétences et aux connaissances, c'est en faire ce qu'on voit beaucoup, une boîte à outils. Ça, je l'ai vu beaucoup... pas chez les gens qui travaillent de manière universitaire, mais vraiment sur des plateformes qui proposent des formations à l'esprit critique. Voici une boîte à outils. Et on voit que l'idée de la boîte à outils, c'est assez loin de ce comportement vertueux dont on a parlé jusqu'à maintenant. Voici des outils. Dedans, il va y avoir le rasoir d'Occam, la liste des biais cognitifs, la liste des sophismes
argumentatif, voilà. Et voici votre boîte à outils, et quelque part, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Et ça va avec cet élément que j'avais souligné au début. Quand on se forme à l'esprit critique, on a parfois l'impression, et c'est beaucoup, on trouve beaucoup de ça autour de nous, on a l'impression d'acquérir des armes. On se sent tout à coup armé. C'est pour ça que Nicolas Martin parlait du chevalier de la pensée critique. Il est super armé, il est super blindé. Il a une arme efficace contre les théories du complot, une arme efficace contre les fake news, et il y a eu beaucoup, un peu moins maintenant, mais il y a eu beaucoup ce terme d'autodéfense intellectuelle qu'on emprunte à Noam Chomsky, qui a beaucoup été utilisé, même l'idée que l'esprit critique est un sport de combat. Donc vraiment cette idée que on va être armé pour ne pas se faire avoir, quelque part, pour éviter les manipulations. Et quelque part, je pense que là, il y a une composante émotionnelle forte, parce que quand on se fait avoir, quand on se fait manipuler, il y a une telle honte, il y a un tel embarras. Je trouve toujours très honnête et courageux les gens qui osent témoigner du fait qu'ils se sont fait avoir. Ils ont cliqué sur un lien, qu'ils ont cru que c'était fiable, ils ont même acheté sur un site des choses et ils n'ont jamais vu la couleur de leur argent ni de leur livraison, tout simplement parce qu'ils se sont fait avoir. Et il y a une telle honte à s'être fait avoir que je pense que c'est pas rien qu'on ait ce sentiment de supériorité et peut-être d'arrogance quand on a les outils pour ne pas se faire avoir, pour ne pas subir cette honte et ce regard des autres. C'est un petit peu, je sais pas si l'analogie tient, mais c'est un petit peu la même chose dans les... Pourquoi on rit autant? Pourquoi il y a autant dans les bêtisiers des vidéos de gens qui chutent? Peut-être parce que justement on rit de pas être à la place de celui qui a chuté. Et là justement on se sent armé parce que c'est pas nous qui allons nous faire avoir, c'est pas nous qui allons nous faire manipuler. Et donc effectivement je crois que c'est très juste. Quand on commence à se former à l'esprit critique, on se sent très armé. D'ailleurs, et c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, je vais passer assez rapidement, l'esprit critique contient ce biais meilleur que la moyenne. Je l'avais déjà démontré. Ça, c'est les résultats des recherches qu'on a fait avec Florian sur les visions naïves de l'esprit critique. On leur avait demandé à quel point estimez-vous faire preuve de plus d'esprit critique que les autres en moyenne. Et les francophones avaient effectivement dit plutôt un peu plus que la moyenne, voire plus que la moyenne. Et puis c'était la même chose chez les anglophones, on était a little more than average et more than average, sachant que chez les anglophones, rappelez-vous que l'esprit critique c'est plutôt la résolution de problèmes. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a cette idée que nous, l'esprit critique, on l'a, c'est bon. C'est les autres, ils n'arrêtent pas de se faire avoir et de se faire manipuler. Mais nous, non, on est bien armés. Et du coup, mon hypothèse, mais ça, vraiment, c'est juste une hypothèse, c'était de dire, est-ce que l'esprit critique, ce serait un bon candidat pour illustrer l'effet Dunning-Kruger? Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en 99, Kruger et Dunning ont comparé les compétences réelles des participants dans différents tests. Donc, il y avait la grammaire, il y a de la logique, et il y en a eu d'autres par la suite, aux compétences finalement perçues, à l'auto-évaluation, donc mesurée en demandant aux participantes et aux participants d'évaluer leur propre niveau par rapport encore aux autres participants. Donc encore une fois, c'est comparer aux autres où est-ce que vous vous situez. Et du coup, les résultats ont montré que les individus dont le niveau de performance pour une compétence donnée était plus faible étaient ceux dont l'écart entre la performance réelle et la performance perçue était plus importante. Pour le dire autrement, ça c'est la performance perçue dans un test de grammaire. Ici, c'est la même chose dans un test de logique. La performance perçue est plutôt stable parmi les participants. Par contre, il y a ici les participants qui sont mauvais, ici les participants qui sont très bons. Et effectivement, cet écart-là est particulièrement important parce que quand on n'est pas bon à une tâche, ça ne nous empêche pas de continuer à nous estimer très bons dans une tâche. Évidemment, l'étude de Dunning-Kruger a été beaucoup... c'était la fin des années 90, il y a eu beaucoup de critiques, et puis ça a été refait récemment, et puis il semblerait que l'effet existe, même s'il n'est pas aussi important qu'on pourrait l'estimer, mais l'effet existe bel et bien. Quelles que soient les réflexions qu'on a sur l'effet de Dunning-Kruger, je pense que l'esprit critique est un bon candidat parce que justement, qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais, on a plutôt tendance à estimer qu'on a pas mal d'esprit critique. Et puis, est-ce que finalement, cet effet d'arrogance ou ce sentiment d'être armé, est-ce que c'est seulement pour les débutants? Eh bien justement, peut-être quelque chose à nuancer autour de ça.
l'arrogance ne concerne pas que les débutants. Et là, j'avais rencontré Mireille Betrancourt, qui est donc professeure ici à l'Université de Genève, à la FAPC. Et quand je lui ai demandé pour vous, c'est quoi le contraire de l'esprit critique, et elle disait, on parlait de l'arrogance intellectuelle. Je trouve que c'est vraiment se dire que qu'on sait. Et donc ça, c'est pour ça que, voilà, le fait de penser que ça, on sait. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut tous tomber dedans, surtout quand on est expert. En fait, les experts, pardon, peuvent être extrêmement vulnérables à ça, parce qu'on est expert, et du coup, on se dit, ben, mince, enfin, on se dit, c'est sûr, j'en suis sûr, je travaille là-dessus. Et c'est mon domaine de recherche, j'en suis sûr. Et du coup, on tombe dans le travers qu'on est en train de dénoncer, en fait. Donc, l'arrogance intellectuelle, oui, je pense. Et donc, elle souligne ici que ben, même les expertes et les experts sont très à risque, finalement, de cette arrogance quant à l'esprit critique. Donc, ma solution, si on peut parler en termes de solution, ce serait évidemment de continuer à former à l'esprit critique et à l'épistémologie analytique, mais de ne pas oublier qu'il existe une part régulative dans la pratique de l'esprit critique, et qu'il s'agirait de continuer à former à cette partie-là en formant à la cognition, aux connaissances liées à la cognition, c'est-à-dire en donnant aux élèves et aux étudiants des connaissances sur le fonctionnement de la pensée critique, sur le fonctionnement de notre mémoire, sur le fonctionnement de notre raisonnement et sur le fonctionnement des biais. Moi, je ne fais pas du tout partie des gens qui estiment qu'il faut retirer les biais justement des formations à l'esprit critique, parce que je pense que justement on enlève la partie d'épistémologie régulative dans la formation à l'esprit critique. Et puis autour de ces compétences cognitives et de ces connaissances, il s'agirait d'ajouter quelques dispositions ou vertus. Là, je n'en ai mis que 2, mais vous savez qu'il en existe tout plein, tout plein. Des compétences, des dispositions à l'introspection. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça, c'était dans l'article de John Locke, peut-être certaines ou certains ont lu pour aujourd'hui, il était optionnel, pardon. Et donc, compétences d'introspection, ou plutôt disposition à l'introspection. Par ça, on entendrait le fait de faire ce regard à l'interne pour se demander, en fait, qu'est-ce qu'on croit et pourquoi on croit, quelles sont nos motivations de croire. Vous vous rappelez que la semaine passée, on a distingué les raisons épistémiques de croire. J'ai des preuves, donc j'y crois. Il y a aussi des motivations non épistémiques de croire. Des fois, je crois des trucs, c'est peut-être faux, mais j'y crois parce que ça me rend heureux. Des fois, je crois des trucs, c'est peut-être faux, mais j'y crois parce que je veux éviter la dissonance cognitive, je veux continuer à être cohérent avec mon comportement que j'ai eu jusqu'à maintenant. J'y crois parce que j'ai un intérêt personnel, ou le groupe auquel j'appartiens a un intérêt. Et du coup, finalement, si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et donc, si on définit en plus l'esprit critique, comme vous vous rappelez que c'est ce que proposent Pasquinelli et collègues, si on définit l'esprit critique comme la capacité à calibrer notre confiance épistémique, cette capacité ou cette disposition à l'introspection, ce serait de savoir en qui j'ai placé ma confiance épistémique. Comment je le sais? Pourquoi j'ai fait confiance épistémiquement à cette source-là? Est-ce que c'est parce qu'il ou elle semble dire la vérité, ou est-ce que parce que j'apprécie bien cette personne? Quelles sont les choses qui viennent un petit peu comme ça colorer quelque part ma croyance? Donc cette capacité de s'introspecter, d'introspecter nos croyances, et puis peut-être face à cette tendance à l'arrogance que nous avons peut-être toutes et tous, faire preuve d'humilité intellectuelle, ou développer une forme d'humilité intellectuelle. Ça veut pas dire se dévaluer, ça veut dire, comme le disent Paul et Elder, éviter de se montrer arrogant, éviter de se montrer prétentieux, combattre certains de nos travers, donc combattre activement notre désir, notre besoin d'avoir raison tout le temps, notre désir d'obtenir rapidement des réponses. Certaines fois, on est obligé d'être un petit peu plus patient, difficulté à accepter l'incertitude, notre identification à nos croyances aussi. On a tendance des fois à s'identifier fort à ce qu'on croit. Notre tendance à la défiance et à la pensée groupale, et puis la fiabilité faire face quelque part à la fiabilité de notre raisonnement et aux limites de notre connaissance. Un vaste programme. Je t'écoute. Oui. Et malheureusement, je pense qu'on reste dans le même problème, absolument. On reste dans le même problème. Mais peut-être que ça va être peut-être un peu bateau comme réponse, mais peut-être déjà se rendre compte que former à l'esprit critique, ça peut rendre arrogant. Ça peut nous pousser à réfléchir à est-ce qu'il ne faut pas ajouter justement cette partie d'épistémologie régulative
quelle que soit la façon qu'on trouve de former à ça, mais déjà se rendre compte que oui, c'est merveilleux, l'esprit critique, c'est fabuleux, c'est la réponse à tous nos problèmes, mais est-ce que justement, c'est l'idée de ce cours sur les dangers, est-ce que c'est si merveilleux que ça? Et peut-être que justement, l'un des problèmes, c'est que ça peut rendre relativement arrogant. Donc est-ce qu'en formant à l'esprit critique, on peut avoir une toute petite pensée pour pas oublier d'inciter autant que faire se peut, à l'introspection, à l'humilité. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais encore une fois, c'est un exercice peut-être voué, voué à l'échec, mais effectivement, c'est très compliqué à mettre en application. Surtout que les problèmes ne s'arrêtent pas là, parce que Parce que la question que ça pose, c'est si on forme à l'humilité intellectuelle et qu'on se dit, bon, on fait un cours d'esprit critique, mais en plus on fait attention à l'humilité pour pas que ça fasse des chevaliers de la pensée critique, et vraiment on rend attentif à la fiabilité de nos raisonnements et aux limites de notre connaissance, est-ce que ça nous rend malheureux? Bon, qu'est-ce qu'on s'amuse dans ce cours, hein? C'est quelque chose qui est sorti un peu des entretiens que j'avais envie de partager avec vous. C'est un entretien que j'ai mené avec Charlotte Barbier, la doctorante dont je vous parlais tout à l'heure. Elle me disait, je sais pas si faire preuve de pensée critique, ça rend heureux ou pas. J'en sais rien. Je pense à ça parce que j'ai déjà vu des personnes sur les réseaux sociaux qui ont l'impression que justement, d'être dans une démarche de questionnement, ça peut créer de l'inconfort intellectuel. En tout cas, à court terme, c'est sûr que pour plein de personnes, c'est dérangeant, en fait, de questionner des certitudes, d'être dans une remise en question permanente. Ça peut aussi, et c'est aussi la tension d'ailleurs, je trouve, dans la notion de pensée critique, de dire réfléchir sur quoi croire en même temps que quoi faire, de dire oui, mais en fait, des fois, quand on est tout le temps en train de remettre en question ce qu'on doit croire, bah ouais, ça peut être paralysant, en fait, pour l'action. Et de se dire à quel moment est-ce qu'on arrête? Enfin, on se dit, bon, là, il faut qu'on prenne une décision, il faut faire quelque chose et en même temps ne pas tomber dans un problème inverse qui serait d'agir et de dire oui, mais il faut qu'on agisse absolument et du coup, on ne remet pas en question nos actions, qui est une forme de tension, je trouve, interne. Ce que dit, et ensuite la citation continue, il y a aussi le fait même, les tensions internes entre les différentes attitudes et les compétences qui sont mises en avant, de dire oui, il faut à la fois avoir confiance, assez confiance en soi pour dire je vais essayer de faire preuve d'esprit critique, je vais essayer de raisonner, mais en même temps, il faut faire preuve d'humilité et faire preuve d'ouverture d'esprit et en même temps remettre en question les idées. Voilà, c'est complexe. Et je pense qu'elle a raison de dire que y a beaucoup de ces dispositions où il faut faire preuve de confiance en soi, mais d'humilité. Il faut respecter les autorités épistémiques, mais se montrer autonome dans sa pensée. Donc il y a quelque chose d'extrêmement compliqué. Et pour illustrer ça, on revient au terme de vice et de vertu qu'on avait mentionné plus tôt. On peut avoir tendance, quand on se forme à ces approches, de se dire, bon, tant que j'évite l'étroitesse d'esprit et le dogmatisme, c'est bon, je fais preuve d'esprit critique. Parce que je ne suis pas dans le vice, alors je suis dans la vertu. Je ne suis pas paresseux intellectuellement, donc je fais bien preuve de persévérance intellectuelle. Il me suffit d'éviter d'être impulsif pour pouvoir démontrer des capacités de tempérance intellectuelle. Et tant que je ne suis pas crédule, je me montre sceptique et il suffit de bien ne pas se soumettre intellectuellement pour faire preuve d'autonomie. Et ce que souligne Charlotte, et je pense à juste titre, c'est ce que dit Aristote. D'ailleurs, une personne parmi vous avait souligné ça. Aristote parlait des vertus comme le mésote, ou bien le juste milieu entre l'excès et le défaut de telle ou telle qualité. Mais la philosophie morale, depuis cette époque, nous a montré combien il est difficile, voire même irréalisable d'atteindre ce juste milieu. Encore une fois, je suis d'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'essayer. Effectivement, et je pense que ça, Charlotte l'a bien démontré dans l'entretien, pour bien faire preuve d'ouverture d'esprit, il s'agit d'éviter effectivement d'être dogmatique, mais il ne faut pas non plus tomber dans un vice par excès qui nous ferait aller vers un relativisme intellectuel. Moi, je suis tellement ouvert d'esprit que j'écoute tout le monde. Et puis, sans doute que vous avez raison, mais vous aussi. Et puis, je vais encore écouter ceci. Puis finalement, après, on tombe dans quelque chose où tout le monde a raison parce que j'ai tellement
ouvert mon esprit que tout est tombé dedans. Il faut pas non plus tomber dans une forme d'obstination intellectuelle où on peut arriver à quelque chose de paralysant. C'est la même chose que la réflexion sur la tempérance intellectuelle. On va essayer de ne pas être impulsif dans nos prises de décision et d'en croire quelque chose. Donc on prend le temps, on apprend, on se renseigne, etc. Et pour autant, il faut pas non plus que ce soit paralysant. Et Charlotte parle de paralysie intellectuelle, en fait. À force de faire preuve de tempérance, d'aller me renseigner, de lire des choses, ben, j'arrive plus à décider. Je sais plus, j'y crois pas. J'arrive plus, en fait. C'est paralysant. Le personnage de Chidi dans la série The Good Place, si ça parle à certains d'entre vous. Ah oui, ça parle à certains. La même chose sur l'idée, on veut pas se montrer crédule, on veut pas se faire avoir, donc on fait bien preuve de scepticisme. Et par contre, il faut pas que former au scepticisme rende méfiant systématiquement. On n'a pas envie de former des élèves et des étudiants à dire non mais j'y crois pas. De toute façon, par principe, j'y crois pas. Ça sert à rien, c'est contre-productif finalement. C'est en ce sens la réponse de Pasquinelli et collaborateurs sur le fait de formuler l'esprit critique en termes de confiance épistémique. Je trouve qu'on évite justement ce problème de l'excès de scepticisme qui se transformerait en méfiance. Et encore une fois, ça on en a beaucoup parlé. Pour éviter le conformisme, on a envie de faire preuve d'autonomie intellectuelle, mais il ne s'agit pas non plus de s'isoler et de se dire non mais moi j'écoute personne, je n'écoute que moi, je ne me fie qu'à mon instinct, et donc on tombe dans l'individualisme épistémique. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose à garder en tête quand on forme à l'esprit critique. L'esprit critique est tellement beau et on a tellement envie de la pensée critique qu'il ne faut pas oublier qu'il existe des vices par excès propres peut-être aussi à la pensée critique. Ça, c'était votre remarque. Sur le fait que ça rend malheureux, un entretien que j'ai eu avec Richard, mon voisin, qui donne des cours de zététique et d'autodéfense intellectuelle à Grenoble-Alpes. Tous ces cours sont en ligne sur YouTube. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir ça, c'est très intéressant. Ils font beaucoup de debunking de tous les phénomènes paranormaux, des pseudosciences, etc. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Richard, mon voisin, me disait le coût, c'est que, donc le coût de se former à l'esprit critique, c'est que il y a une phase qui peut rendre un peu déprimé. Je sais pas si ça vous a fait ça à vous, mais je le vois chez les étudiantes que j'ai ou des étudiants, et je l'ai vécu moi, quand j'ai découvert que le seul sens de l'existence était probablement celui que je lui donnais. D'un seul coup, j'ai comme eu un ravin qui s'ouvrait sous mes pieds, et je me suis dit, mais c'est vachement inconfortable ça. Et pendant 6 mois, j'étais un petit peu tristoune. Et puis, plus on regarde le monde, plus on est froidement et lucidement, et plus on est un peu effrayé. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se dire, ok, on est effrayé et l'état du monde, il est un peu pourri, et il est vachement moins pourri qu'il y a 200 ans où on allait à 6 ans travailler dans les mines, donc c'est vachement moins pourri. Et donc, comment on va contribuer à ce que ce soit un peu moins pourri quand on quittera ce bas monde ? Mais il y a un coût à payer. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Oui, à cause de toi, maintenant, je suis obligée de... J'ai plus de mysticisme, je suis obligée de regarder le monde comme ça, et je n'ai plus rien pour me bercer, quoi. » Alors je leur dis « Attends, 2 ou 3 mois, puis tu vas trouver au fond de toi-même les raisons politiques d'être là et de faire sens à ton existence. » Mais je sais que ça rend inconfortable. Le succès des croyances dans des entités supérieures, c'est pour ça rassure. C'est dur de se rassurer sans... Guillaume Lecointre, le systématicien, il dit « L'humain n'est pas prêt pour penser encore son existence sans une béquille métaphysique. » On n'a pas encore nourri ça, donc ça a un coût. Il y a des bienfaits, mais il y a quand même un coût. Il y a des gens, ça peut les faire sombrer fort. Je crois que c'est le seul truc un peu vaguement pertinent que je pourrais dire là-dessus. Donc après, on se reconnaît ou pas dans ce témoignage, mais effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la lourdeur, quelque part, de l'esprit critique, quand on commence à penser, à remettre le monde en question. Mais peut-être c'est quelque chose que vous vivez en faisant de la philosophie, finalement. C'est peut-être pas propre à l'esprit critique. Ça rend sans doute malheureux. Et du coup, je vais ouvrir sur un truc un tout petit peu plus joyeux. Sur la fin, j'avais très envie de partager avec vous l'entretien que j'ai eu avec Sébastien Fagot de Skeptic in the Pub, qui disait finalement, est-ce que des fois on laisserait pas un peu l'esprit critique de côté? Il disait, moi je suis dans l'art, alors on peut rationaliser l'art, mais si quelqu'un arrive devant quelque chose et qui dit, je trouve ça beau, on peut le rationaliser, mais ça sert à quoi? Je veux dire, si
Moi, j'aime ma femme. On s'est mariés après 23 années de vie commune cette année. Oui, je pourrais le rationaliser. Je pourrais aller voir quelqu'un qui me dit, dans ton cerveau, il se passe cela et cela. Mais ça me sert à quoi, puisqu'on est heureux? Voilà, quand je mange un gâteau et que je le trouve superbe, il y a plein de moments, et heureusement, il y a plein de moments dans la vie où on s'en fiche. Parce que de toute façon, le cerveau a besoin de se reposer aussi. Et donc peut-être que je laisse à Sébastien Fagot le mot de la fin pour dire que je vous souhaite après les examens que votre cerveau se repose un peu également. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à suivre ce cours que Florian et moi avons eu à le donner. Et je vous remercie pour votre participation.